Secure, épisode technique. Je suis accompagné de Kim. Bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Ça va bien. Aujourd'hui, on va continuer la série sur les scénarios de Red Teaming. Cette fois-ci, on va aborder le volet externe vers l'interne, sur lequel on va justement amener des scénarios un peu différents et très intéressants. Fait que je te laisse amorcer ça. Oui, bien sûr. Donc, avant d'un employé qui avait déjà l'accès à l'interne, là, on se trouve plus dans un contexte un peu plus classique, le pirate Internet, comment il réussit à rentrer dans les entreprises. Ça va être vraiment le scénario qu'on va vouloir simuler, qui est le plus commun dans les breaches qu'on voit de nos jours. On va pas prendre la partie d'intrusion physique, ça va être totalement séparé. Donc, vraiment, quelqu'un qui n'a pas accès au périmètre, comment il va rentrer. La majorité des gens pensent que c'est de la magie ou qu'il y a beaucoup de complexité là-dedans, mais vraiment, là, tu peux découper ça en trois parties principales. Un, qui est des identifiants valides qui traînent un peu partout, puis que ou juste des informations sensibles. On parle d'access key qui serait dans du code ou des vieux mots de passe qui ont été leaks avec certaines variantes. On va dig down un peu plus là-dessus. Tu as les failles technologiques. Donc, des devs qui ont laissé des debug console ou des SQL mal sanitisés qui peuvent être exploités ou simplement des technologies pas patchées qui vont te permettre d'avoir un accès. Et tu as le dernier qui est bien sûr, personnellement, je trouve mon plus facile, c'est l'ingénierie sociale et le phishing où tu es capable de faire exécuter quelque chose à quelqu'un qui va te donner des accès ou il va te donner ses identifiants lui-même. Donc, c'est vraiment les trois façons. Travailler l'utilisateur contre l'organisation. Là. Exact. Puis, souvent, c'est la partie qui est le fun et cruel en même temps dans notre job, ou que après, quand tu réalises que ce que tu viens de faire, tu te sens mal et un peu vide à l'intérieur d'avoir exploité peut-être une grand-mère à faire quelque chose contre l'organisation. Là. Mais en même temps, c'est quelqu'un d'autre va le faire aussi. Là. Ouais, ça fait partie du travail. Ça, on va aborder vraiment le volet OSINT qui est très intéressant. Puis en plus, au moment où on enregistre, il y a eu I've Been Pwned qui a mis justement beaucoup d'informations de ce côté-là, qui vient alimenter justement cette facette-là d'une attaque externe. Oui, puis les gens l'utilisent. Hein? Il y a plusieurs services pour tout ce qui est les password leaks. Il y a ça, il y a des hashes. Et c'est fou à quel point que si tu vas sur des sites comme des hashes où tu vas chercher Breach Compilation ou n'importe quel autre data leak, tu reprends leur mot de passe, même si leurs mots de passe ont été leakés, qui sont peut-être plus nécessairement valides, tu vas pouvoir les changer 2-3 chiffres derrière ou doubler le mot de passe, puis ça va être un succès. Le nombre d'entreprises où des fois tu peux juste appeler le service desk, te faire passer pour un employé sans leur demander de resetter ton mot de passe, parce que si tu vas vraiment trop loin dans le processus reset password, il va vouloir vérifier ton identité. Mais si tu leur dis par contre, hey, j'ai appelé hier pour changer mon mot de passe, je suis plus certain, tu me laisses setter à quoi déjà? C'est quoi normalement que vous le settez? Puis des fois, il va dire, tu pourrais essayer ça. T'sais, normalement, on le set tout à ça. Ça m'est arrivé dans le passé où c'est comme, OK, tu sets les employés à tel type de mot de passe. Ben là, je vais tomber dans un mode password free où je vais faire ma recherche de qui existe dans l'organisation, puis je vais essayer ce pattern-là partout parce que je sais que tu vas le resetter sur bien des usagers. Et quelques variantes de ça, le nombre de fois qu'exemple, le caractère spécial à la fin, les gens vont juste le doubler. Ou juste rajouter un 1 ou un A à la fin de ton mot de passe basique. C'est très, très commun. Oui, puis c'est un élément très important parce que les attaquants le savent que les gens utilisent des patterns comme ça qui ne font que changer un chiffre ou changer une lettre ou changer un élément, puis ils font juste comme une espèce de Tumblr, ils font juste continuer à aller dans ce cycle-là. Fait que ça, c'est connu. Puis c'est utilisé également dans les attaques là, de ce type-là. C'est rendu un peu une blague, je sais, un mème.
les patterns de mots de passe. Il y a même un humoriste qui avait fait un show sur qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour un mot de passe complexe, où plus que son mot de passe, il va être complexe, il va juste rajouter la première lettre en majuscule, puis il se pense brillant, il va mettre 1, 2, 3 comme chiffre, et OK, il faut un caractère spécial, fait qu'on met le point d'exclamation. Mais, j'avais parlé de ça avec des gens dans ma famille, puis ils ont dit « Ah merde, c'est parce que c'est exactement ça mon pattern. » C'est comme « Oui, mais tout le monde fait ça. C'est ça le danger, tout le monde se croit original à un certain point, mais au final, ils tombent dans des dans des traps où c'est pas si original que ça. C'est comme les entreprises qui vont changer à tous les 3 mois, où ils disent « Ah, moi, je change à tous les mois pour être bien safe. » Ben, l'employé va mettre le mois comme... puis il va changer à tous les mois. Ça va être janvier 2024, février 2024. C'est pire changer à tous les mois parce que ça force les utilisateurs à ce genre de choses-là. Puis c'est probablement fait partie des choses qui doivent être découvertes. Une chose, justement, quand tu connais la fréquence de changement, plus une organisation change souvent, plus ça va être facile de deviner les patterns des gens parce que les gens vont être forcés vers ce genre de choses-là. Puis j'aime bien le fait que tout le monde se pense plus malin que le système en ayant un élément comme ça quand dans la réalité, c'est connu par tout le monde. Puis on forme pas les gens en plus, c'est-à-dire on parle des campagnes de sensibilisation puis du red teaming, ça sert à ça. On les forme pas à se défendre contre cette stratégie. Ils disent hey, arrêtez là, vous êtes pas plus brillants que les attaquants là. Les attaquants savent ce que vous faites là. Puis même le NISP et le gouvernement recommandent plus de changer leur mot de passe aussi souvent parce qu'ils se sont rendus compte que c'était pas la bonne tactique. Les gens sont lésés et ils vont trouver une façon de bypasser toutes les combinaisons de mots de passe. Puis c'est là que les leaks de mots de passe deviennent très, très puissants. C'est que tu es capable d'avoir, OK, c'est quoi les intérêts de tes employés? T'sais. Tu vois qu'ils mettent beaucoup les noms des enfants ou qu'ils mettent des passions comme footballeur qui ça va revenir. Des fois, le nom de la compagnie avec les années, ça revient souvent. Un des mots de passe qu'on voit souvent aussi, c'est le nom de la compagnie avec une insulte derrière. Je veux pas nécessairement le dire comme ça, oui. mais... Oui, j'en ai vu dans des audits de mots de passe, d'éléments comme ça qui font justement, t'as des insultes, t'as des choses, t'as des contrariétés, on va dire ça comme ça, qui est exprimé à travers les mots de passe. Donc, c'est des choses qui sont attendues, puis c'est facile de deviner après un certain temps ces éléments-là pour les tester contre l'organisation. Puis là, les gens, ils disent après ça, ouais, OK, c'est correct, tu peux deviner notre mot de passe, mais comment tu peux réussir à avoir une liste des employés? Mais il faut se dire qu'on est partout. LinkedIn est un des meilleurs pour avoir la liste des employés. Tout le monde est proud de dire qu'ils travaillent pour l'entreprise, ou l'entreprise demande même des fois à leurs employés de dire tu dois mettre tes identifiants ou tu dois te linker sur notre LinkedIn pour faire la promotion. Donc là, ça te fait un annuaire d'employés facile à avoir, sans considérer les pages web ou toutes les autres traces que tu peux laisser sur Internet. Le password reuse. Donc, tu vas sur, je vais dire Facebook ou Instagram ou quoi que ce soit, puis tu vas réutiliser ton compte ou pour faire du shopping. Bon, ben techniquement, ça laisse des traces, puis tu peux en mettre de ces courriels-là dans des password leaks. Parce que des fois, oui, tu n'auras pas le même mot de passe, tu fais attention, mais si tu t'es enregistré avec un courriel d'entreprise, ben après ça, ça va rester. Et encore pire, il y a des entreprises qui se disent « OK, moi, je vais utiliser un alias. Comme ça, ben, on envoie nos courriels. Exemple, ça va être kim.sourdif. Puis quand tu essaies de te loguer avec kim.sourdif, ben, ça marche pas. » Bon, ben, c'est un gros indice qu'ils utilisent un alias à ce moment-là, puis il faut que tu trouves un autre pattern. Mais c'est quoi un coup que tu sais que la personne, elle travaille vraiment là, d'essayer 1, 2, 3, 4 caractères du nom principal, puis 1, 2, 3, 4 caractères du nom de famille, puis de faire des variantes, puis de brute forcer un pattern valide. On s'entend que c'est pas beaucoup de combinaisons quand tu y penses, parce que tu connais déjà les lettres. C'est très facile. C'est très facile de recomposer le login. Puis surtout depuis le confinement, tout le monde a basculé sur M300, principalement tout le monde sur M365. L'adresse courriel devient le login, donc ça devient d'autant plus facile. Et probablement 80% des organisations, c'est prénom-nom. Fait que c'est assez facile de deviner. Non, first, last, première lettre, les derniers, 2 premières lettres, 3 derniers. C'est des patterns qui sont vus, puis
les gens vont partager les choses aussi, puis tu peux même les retrouver dans les fichiers qu'ils partagent. Le nombre de fois que j'ai utilisé des outils comme PyMeta ou juste Google pour chercher les PDF qui sont là, tu passes avec un Excel tool pour voir les métadatas et whoop, tu as de quoi qui est pas nécessairement un nom, mais il y a des lettres similaires au nom. On était capable de trouver le pattern facilement de la compagnie, puis après ça, tu le testes sur Office 365, ça fonctionne. Bon, après ça, on a juste à partir de le spray puis de l'appliquer la formule pour les autres employés, tu sais. Oui, puis M365 est un outil trop facile, considérant que si l'adresse est invalide, tu le sais rapidement, plutôt que d'autres systèmes où c'est un peu plus difficile de réussir à deviner l'élément. Puis ça, c'est un by design. C'est ça qui est terrible avec M365 parce que il doit valider c'est quoi l'organisation qui est en arrière. Et ensuite, donc, tu es toujours à 2 étapes. Tu as une étape genre, tu envoies le courriel et ensuite, tu envoies le mot de passe. Ce qui fait que tu es déjà facilité à ce moment-là de savoir si c'est un identifiant valide ou pas. Et s'il est dans M365 par ailleurs. Là. Je sais que 365 ont quand même crackdown sur beaucoup de techniques de spray récemment. Le hic, c'est que les entreprises aussi vont pas revoir leur configuration puis ils vont pas enlever les modes legacy. Fait que oui, on peut peut-être pas spray ton portail principal, mais je peux passer par MSOL, je peux passer par SMTP, je peux passer par plein d'autres types de modules qui vont me permettre de spray pareil puis de réussir un jour à trouver un identifiant valide. Même si tu es protégé par 2FA, ça reste que ça donne un gros leak après ça, puis ça peut donner un vecteur d'attaque plus à l'interne. Là, je sais qu'on tombe plus sur ingénierie sociale. Mais c'est que ça va alimenter ton module 3. Oui, parce que une des techniques qu'on a déjà utilisées, c'est que tu appelles quelqu'un, puis tu te fais passer pour un service desk ou un security guy. Puis là, tu leur dis, OK, je vais t'envoyer un deuxième facteur pour que tu puisses valider ton identité, juste confirmer que tout est beau, tu y envoies ça, il accepte, et voilà, tu es rendu dans le compte. Parce qu'il t'a jamais demandé ton mot de passe. Les gens sont pas nécessairement habitués, sont habitués à valider leur identité. OK, ils vont peut-être trouver ça bizarre de recevoir un deuxième facteur. Surtout quand c'est des push, ça c'est encore plus le fun parce que là, ils ont juste appuyé sur oui. Mais des fois, des moins tech-savvy, tu peux leur demander, OK, c'est quoi le numéro que vous voyez en écran? Ah oui, je confirme que c'est le bon numéro, puis toi, tu viens de le rentrer, puis tu viens de réussir à avoir leur deuxième facteur. T'sais. Donc, eux autres, ils se sentent en sécurité parce que tu as quand même validé leur identité, mais tu n'as jamais demandé de mot de passe, tu n'as pas été dans ces zones grises-là. Là. Donc, ça, c'est plus pour le password reuse, mais on pense pas aussi à tout ce qui est cloud. Des fois, les entreprises ont encore beaucoup de blobs puis de storage AWS qui sont ouverts puis disponibles aux gens. Puis ils mettent des informations. On parlait de metadata tantôt, mais ça peut être des clés d'accès. Funny fact, on a fait un CTF là-dessus, puis il y avait un challenge où la compagnie avait des public blob storage. Bon, parfait, on cherche. On est tombé sur d'autres entreprises à côté qui n'étaient pas dans le scope. Puis en regardant, c'est comme, il y a de la donnée sensible. Bon, on va mettre ça de côté, puis on va contacter l'entreprise parce qu'elle est en train de leaker des informations clients sur public, tu sais. Mais avec ces informations-là, on est en mesure de savoir c'était quoi les adresses IP internes, on est capable de savoir les noms de serveurs, les technologies qui étaient utilisées. Donc, pour un contexte d'ingénierie sociale, d'avoir ce genre d'informations-là peut être énorme. Sans considérer que des fois, dans les pages, ils mettent des clés AWS, des clés Google, des clés Microsoft publiquement disponibles. Ils disent, mais le compte a presque le droit à rien. Mais des fois, c'est assez que si je suis capable d'accéder d'une façon X à MSGraph ou à Incognito, puis d'être en mesure de sortir la liste des usagers, juste ça, c'est gros. Parce que là, je viens de passer peut-être de, je sais pas moi, une centaine de personnes à Password Free à 1500 personnes à pouvoir Password Free. Mes chances de tomber sur un mot de passe valide viennent d'augmenter énormément.
Pareil pour le phishing. Là, tu vas pouvoir targeter des gens qui sont vraiment pas habitués de se faire targeter en temps normal. Parce qu'on s'entend que si tu es exposé publiquement sur le site, je m'attends à ce que les gens aient des formations spécifiques à eux parce qu'ils vont se faire appeler, ils vont avoir des tentatives de phishing beaucoup plus que l'employé qui est jamais apparu sur le site. Mais eux autres aussi sont à risque dans un certain sens, puis c'est intéressant aussi de les tester puis de valider leur sécurité à ce niveau-là. Tout à fait, puis c'est un très bon exemple puisque je suis un consultant, donc je suis à plusieurs places en même temps. J'ai plusieurs comptes courriels de plusieurs organisations et en général, mon compte n'est pas touché par aucune spam standard ou des éléments comme ça puisque mon compte est généralement neuf, il est généralement peu ou pas publicisé et j'existe pas. Donc, avec le temps, je développe une certaine forme de confiance que les courriels que je reçois à travers cette adresse-là sont de façon majoritaire légitimes puisque comme cette adresse-là est inconnue du grand public ou des sites de leak ou de ces choses-là, ça n'arrive pas. Mais si tu fais fuiter les informations par le site, comme tu l'expliques, ben, je vais être beaucoup plus vulnérable à ce type d'attaque-là parce que je m'attends pas à recevoir de la cochonnerie de cette adresse-là. Tu sais, j'avais des clients qui me disaient, ouais, mais tu sais, il faut sensibiliser nos employés à pas cliquer ces choses. Puis, ou tu sais, pas nécessairement répondre à tous les courriels. Puis, j'avais une autre vision à un moment donné qui m'est venue en tête, c'est techniquement, tu dis à tes employés qu'il faut qu'ils travaillent de façon le plus rapide possible. Donc, s'ils se mettent à plus cliquer ou à plus lire les courriels, c'est un problème. Là t'es payé à plus travailler. Il faut que tu sois en mesure de les sensibiliser et de les protéger adéquatement pour essayer de réduire le plus possible les risques potentiels qu'ils pourraient avoir, puis les permettre d'être le plus performant, puis pas de douter à chaque courriel qui rentre. Notre entreprise, des fois, on reçoit tellement de messages par défaut de communication interne que tu sais plus si c'est du spam ou c'est légitime, puis tu délites tout, puis tu dis, mon boss va me le dire si c'est légitime. T'sais. Mais ça reste que ça, c'est pas bon nécessairement pour la communication de l'entreprise. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est la partie d'identifiant valide. Mais là, il y a les gens qui disent souvent l'équipe de défense va dire mais c'est facile de voir ça. On a juste à monitorer les fail attempts. Le X qu'on s'est rendu compte qu'avec le IP rotation, donc on change l'adresse IP avec toutes les requêtes. C'est vraiment facile pour déjouer leur log. Donc, souvent, ils vont monitorer les tentatives, les échecs à toutes les 15 minutes, à toutes les 30 minutes, un certain nombre, ou en provenance d'une même adresse IP. Mais là, avec les clouds, avec AWS, avec Azure, tu es capable de changer ton adresse IP à toutes tes requêtes et tu peux dire, OK, je vais essayer un mot de passe sur 1000 comptes. Je vais attendre 15 minutes, puis je vais en réessayer un. Fait que tu n'auras jamais plusieurs mots de passe dans le time frame du lockout account. Fait que tu ne lockes pas les comptes. Tu n'as jamais la même adresse IP. Tu peux même changer ton user agent aussi à chaque fois pour les plus communs. Donc, à un moment donné, ça devient difficile. Surtout, tu peux même changer des régions si c'est des places internationales ou tu peux focuser sur une région précise. Donc là, ça devient vraiment complexe pour une équipe de défense d'être en mesure de spotter un spray qui pourrait arriver. Il faut vraiment que tu aies une vue long terme. Je dis pas que ça se fait pas, mais ça peut être un peu plus complexe. Il n'y aura pas nécessairement d'alertes qui vont se faire lever automatiquement. Une fois que c'est fait, après ça, même si tu as des identifiants, il faut que tu sois capable encore de rentrer. Là, c'est là que tu vas chercher un peu tout ce qui est VPN, SSL. Ça, c'est souvent le golden key s'il laisse ça là puis c'est pas authentifié par certificat. Sinon, tu peux passer par Azure avec un peu de chance, e-sync vers l'interne puis tu es capable d'avoir un foothold puis de pivoter vers du on-prem aussi. Ou juste d'avoir accès à des informations un peu plus élevées sur leur Azure. Il y a beaucoup d'informations à cette heure qui sont seulement dans le cloud. Tu peux avoir accès à leur courriel. Le nombre de fois que j'ai vu des mots de passe partagés dans le courriel puis qui te permettent de pivoter sur d'autres comptes ou d'avoir des accès à des SaaS services que tu ne devrais pas avoir accès. Là. Donc,
le mot de passe est très puissant dans ces contextes-là, surtout si tu n'as pas de 2FA. Mais même si tu appliques 2FA, il faut que tu penses à aller disable tous les legacy systems. On a eu beaucoup d'entreprises qu'on était capable de bypasser toutes leurs mesures de 2FA en se loguant à partir de notre cellulaire. Parce qu'il y avait oublié que tel user agent, d'un cellulaire, il ne demandait pas le 2FA, ou il n'avait pas réussi à configurer le 2FA à partir des applications du cellulaire, donc il le disable pour certains users. Donc, ça nous permettait d'accéder au courriel de la personne pareil à partir du cellulaire. C'est chiant faire un pentest à partir d'un cellulaire, mais ça se fait. Ou juste utiliser MSOL ou les lignes de commande aussi. C'est des legacy systems, ils traînent, puis souvent, ils vont pas supporter le 2FA. Puis il faut pas oublier que si tu as le mot de passe d'un usager sur un service, ils vont avoir tendance à l'utiliser partout. Fait que oui, ton portail Azure te demande peut-être du 2FA, mais si tu utilises d'autres services qui sont pas en mode SSO, ils vont peut-être avoir utilisé juste le même mot de passe, puis ça va te donner quand même ces accès-là. Donc, une fois que tu réussis à mettre le pied à l'interne, là, tu tombes vraiment à la même chose que le scénario de l'employé. Fait que je ne veux pas aller nécessairement répéter ce que j'avais dit dans les autres épisodes. Mais si on y va pas vers les identifiants, si on y va vers les failles technologiques, on s'entend que les failles technologiques, quand tu vas faire une red team, tu vas pas aller partir un Nessus parce que là, tu vas crier hey, on fait quelque chose et c'est moi qui arrive. Et peu importe qu'est-ce que tu vas trouver, ils vont savoir que tu vas aller le targeter après. Là. C'est très rare que j'ai vu aller targeter des éléments d'un Nessus. Je vais mettre un gag là-dessus, ça m'est déjà arrivé. J'ai vu un client qui a ouvert une cellule de crise d'incident parce qu'il se faisait balayer par un Nessus, puis il était tout en panique, comme quoi le système était tout cassé. Je dis non, calmez-vous, là. C'est ce que vous voyez là. C'est un Nessus. C'est normal, c'est pas grave. En fait, si vous ouvrez une cellule, c'est pas pour régler ce problème-là. Vous êtes pas encore cassé. Mais surveillez ce qui suit cependant, parce que c'est justement comme tu dis, mais eux, ils paniquaient sur l'élément du Nessus sans considération que c'est pas l'élément à paniquer, mais ce qui doit suivre après. Là. On s'entend que si tu es rendu à une étape de faire des red teams dans ton infrastructure, Nessus, tu dois l'avoir roulé déjà dans ton organisation. Quelque chose de similaire, peu importe la solution. Fait que tes failles technologiques, si t'en as, t'es connais et t'as accepté le risque. Et ces risques-là, ils sont peut-être monitored à perpétuel. Fait que si ça se fait exploiter techniquement, tu vas le savoir puis t'as déjà des plans pour remédier à ça. Donc, ça va pas être les failles qui vont être intéressantes. Par contre, je le garde en tête, on avait déjà des collègues qui m'avait dit, Kim, on a un point d'entrée, c'est juste qu'on a peur de se faire brûler. Parce que là, souvent, on va sortir du Nessus et on va aller plus vers les technologies web. Où on va essayer peut-être d'exploiter des 0D qu'on a développés à l'interne. Plus rare, mais ça peut arriver. Et qu'est-ce que tu fais pour l'exploiter? Parce qu'on s'entend qu'en Red Team, si tu breaches de façon technologique, les chances que tu trippes un wire sont quand même très, très grandes. Donc, tu n'as pas 10 000 chances avec ton cas. Tu veux que ça soit le plus successful pour mettre ta persistance en place et continuer. Donc, une fois que tu as un path potentiel et tu es pas mal sûr de pouvoir exploiter ce path-là, Nessus peut être très intéressant. Nessus, Nmap, n'importe quel tool de scan, parce que à ce moment-là, comment que tu peux réussir à faire ton attempt, c'est que tu veux occuper l'équipe bleue puis les flooder de stock. Tu veux être en mesure qu'ils ne sachent plus où regarder, quoi regarder, quand regarder. Fait que tu veux être clair qu'il y a une attaque présentement qui se fait. Fait que tu vas aller faire de l'attention, tu vas peut-être même exploiter, je sais pas moi, j'allais dire Blue-Key, mais disons peut-être plus Solaris. Solaris est encore là des fois, puis tu vas aller exploiter une RCE sur Solaris, tu sais très bien que tu vas te faire nuke. Mais tu la mets quelque part random dans un cloud, puis tu t'en fous, tu as détruit après cette instance-là. Ton but, c'est pas de garder ta persistance. Au pire des cas, tu automatises un smash and grab juste pour le fun de le faire, mais avec quelque chose qui ne relie pas vers toi.
Puis pendant que tu fais ça, pendant que tu occupes la Blue Team, là, tu vas peut-être aller exploiter un e-frame injection sur un site en continuant comme si c'était un client ou un support pour essayer d'avoir une persistance chez quelqu'un. Mais il faut que tu sois sûr de ton coup. Puis le but, c'est de rentrer, puis après ça, tu fais plus de bruit. C'est vraiment là, tu te calmes, tu te barres, tu laisses ça là, tu sais que tu as ta persistance s'il arrive de quoi, et tu laisses l'équipe Blue Team gérer la situation avec les alertes que tu as faites, quitte à ce que tu en parles 2-3 si tu as réussi à en trouver 2-3. Le but, c'est qu'il t'oublie. Il oublie le côté qui fonctionne pour que tu puisses continuer ton interaction après à l'interne. Et souvent, c'est là que les équipes Blue Team oublient. De refaire une analyse complète de ce qui est arrivé puis de checker l'ensemble de leur infrastructure. C'est aussi important de rouler des Purple Team puis des Red Team avec les équipes Blue. C'est que sous le stress, ils vont avoir tendance à oublier leur best practice puis leur playbook. T'as beau dire, ils vont tout voir, ils vont pouvoir tout gérer. Sous le stress, c'est vite fait que tu vois plus rien. Puis surtout les équipes qui checkent des logs, là. Notamment, puis on a des biais cognitifs qui vont venir influencer notre façon de le gérer. Et ceux-ci aussi vont nuire un peu une fois qu'on est comme pris un peu en panique. On revient comme au naturel qui on est, puis justement, on oublie les playbooks, mais on devient vraiment nous où on est plus stressé. Et justement, là, on va mettre l'emphase sur des choses qui sont généralement pas les bonnes pour arriver à attraper un vrai malveillant. Puis on s'entend que si tu as passé un 24 heures d'enfer à gérer des critiques puis des gros highs puis du bombardement, ta médium qui est rentrée, qui n'a pas été nécessairement analysée, mais qui était ta vulnérabilité, parce qu'on se le cachera pas, ça arrive que des vulnérabilités critiques pop en médium. Des fois, ça va peut-être t'en popper 10 en médium. Mais si ça fait 10 000 que je traite en high, j'aurai pas le temps de repasser sur tes médiums. Puis tes médiums, ils vont peut-être aller dans 2-3 mois, tu sais. Mais que j'ai eu la chance de respirer puis de pouvoir rattraper mon backlog, là. Donc. Tout à fait. Puis on sait que 2 médiums, généralement, donnent un high régulièrement. Donc, c'est là les meilleures choses, justement, pour esquiver la détection. Donc, c'est vraiment le gros danger, tu sais. Je vois souvent les nouvelles de monde qui capote pour tout ce qui est les Zero Day, là. Il faut s'entendre qu'au niveau technologique, tu as le Patch Tuesdays de Microsoft, puis tu as Zero Day Thursday qui arrive après. C'est pas mal rendu notre cycle. C'est que tu as quelqu'un qui patch, puis tu as des Zero Day qui vont popper un peu après, et c'est normal. Ça veut pas dire qu'il faut se mettre à capoter. Ça veut juste dire qu'il faut se mettre à analyser comment tes systèmes sont à l'interne, puis d'avoir un bon niveau de détection, tu sais. Il n'y a rien de pire à une Red Team de pouvoir rentrer puis de se faire fermer la porte au nez après, je sais pas, au moins 10-15 minutes ou 2 commandes. Le nombre de fois que c'est arrivé que tu fais des Red Teams, tu te fais closer à la porte. Ils t'ont pas brûlé. Mais calvaire, il faut tout que tu recommences ta chaîne encore. Ou après 4-5 fois, paf, tes pattes ne marchent plus. Tu n'es pas capable d'avancer parce que tout ce que tu fais, il est détecté par le Blue Team. C'est là qu'il va falloir que tu utilises des bypass EDR puis d'autres techniques de détection, puis que ta reconnaissance est vraiment importante en tant que Red Teamer pour réussir à se faire des payloads un peu plus subtils. Puis que l'interaction avec la Blue Team pour justement dans des Purple Team pour qu'eux autres aussi essayent ces mêmes détections-là. Puis là, c'est le chat et la souris qui embarquent. Mais techniquement, si tu es capable de rentrer, tu ne veux plus faire de bruit à ce moment-là. Puis il faut que tu sois sûr de ton coup parce que chaque commande peut te brûler. Donc, niveau technologique, c'est assez simple. Ça se termine à ça. Tu peux réussir à avoir du stock avec les databases des fois. J'aime beaucoup mettre ça dans les mains d'experts un peu plus de spécialistes web. Le nombre de fois où est-ce que ça ne sera pas des vulnérabilités technologiques per se connues, tu sais, de classiques 0D, mais ça va être juste via injection SQL qui te permet d'avoir une RCE après, ou des modules mal configurés, des mots de passe par défaut, du path traversal, pour pouvoir justement exploiter des services de façon légitime par la suite.
ça arrive très souvent, puis c'est les préférés parce qu'ils vont pas faire de noise à l'interne. On s'entend que si tu laisses un identifiant par défaut, tu as réussi à t'authentifier sur la plateforme de façon légitime. Fait que si c'est un WordPress puis que tu réussis à te loguer dedans et que tu installes un module pour avoir une RCE, il y a peu de chances que ça se mette à crier de partout parce que c'est une action légitime d'un employé légitime qui a fait quelque chose. Mais on peut pas considérer que c'est une grosse faille technologique. Il y a une fois que un des gars de mon équipe avait dompé la base de données SQL client et on a appris par la suite, ça a été un peu le cauchemar du développeur. Chaque tentative qu'il voyait passer du SQL, il recevait un courriel avec le résultat puis la commande SQL. Il était comme, c'est pas moi qui ai fait ça. Puis là, il voyait la commande de plus en plus devenir successful jusqu'à temps qu'il y ait le dump, puis voir le dump arriver en courriel. Il a passé une très mauvaise journée. Mais une fois que tu as réussi à avoir les données de connexion, tu peux faire ce que tu veux. Puis le temps que tu peux régler tous ces problèmes-là, faire changer les mots de passe, exemple, à tout le monde, il faut que tu sois sûr de dire le monde va changer les mots de passe de façon très hétéroclite et j'aurai plus de problème mais que je revienne en ligne. C'est jamais le cas. Ils vont rajouter une lettre, ils vont remettre leur même mot de passe. C'est très dur de se remettre de ce genre d'impact-là puis d'éviter qu'un attaquant ait une persistance. De là, pourquoi il faut faire tester les applications web. Et le nombre de fois que la porte d'entrée va être une application web. Je viens souvent justement des chums qui sont développeurs là-dessus, que c'est comme la majorité des breaches, c'est de ta faute. Ils m'aillent pour ça, mais c'est vrai d'une certaine façon où tout est codé par un développeur qui n'a pas suivi les bonnes pratiques ou simplement qui ne sont pas sur le marché. T'sais, on s'entend que quelqu'un qui est sorti du marché en développement, il y a 10 ans, il n'y avait pas de formation en secure développement dans le temps. Là. Fait que si l'entreprise ne l'a pas gardé à jour, c'est pas nécessairement de sa faute non plus. Là. Fait que c'est bon de faire de la sensibilisation. Puis on voit qu'il y a quand même un mindset qui shift à ce niveau-là. Mais le nombre de fois que je dois expliquer juste du data sanitization de base que non, ça fait pas de mettre tes jetons sur le client side ou juste faire une validation client, c'est pas suffisant. Puis que les développeurs ont encore de la misère à comprendre. On a un bon step encore à faire pour pouvoir sécuriser des applications puis pouvoir les truster à 100%. Là. Tout à fait. Puis je vais rajouter le fait, parce que je l'avais vu dans un cas où j'avais audité une application web. Il utilisait un framework à l'époque qui venait justement bloquer l'injection SQL. C'est-à-dire que c'était Hibernate, je crois, de mémoire, qui était un framework de requête qui interfaçait avec la base de données. Fait que moi, quand j'essaie de passer des injections, ça bloquait, sauf sur un champ qui, lui, passait direct. Puis je passais à côté du framework qui servait justement d'interface. Puis là, ensuite, j'ai dompé la base de données au complet parce qu'il l'avait oublié à une place. Donc, moi, la clé ou l'autre d'éducation des développeurs, c'est d'utiliser des frameworks qui sont naturellement sécuritaires ou naturellement qui vont faire les sanitize ou naturellement vont le mettre et qu'il faut qu'on le désactive à la limite pour réussir à ça parce que c'est, à mon sens, le chemin le plus rapide pour arriver à rehausser la sécurité des applications web. Sinon, c'est le foutoir. Là. Définitivement. C'est pour ça que j'aime un peu les templates du style Liquid, justement, qui va appliquer des configurations, des frameworks globales à toutes. C'est facile d'oublier quelque chose. Puis on s'entend que quand tu patches souvent en urgence, tu peux rentrer d'autres vulnérabilités, puis tu vas pas aller faire des pentests à chaque patch que tu fais. Fait que tu veux être secure par défaut. On le dit et on le redit, je pense que tout le monde en cybersécurité, patch secure by default, c'est quelque chose qu'on a tellement entendu, mais ça sort pas assez pour qu'eux autres aussi aient la même mentalité, malheureusement. Là. Mais une fois que, là, on a parlé de qu'est-ce qui est disponible un peu partout, on a parlé de les failles technologiques. La grosse faille après, c'est l'humain derrière. Comme je dis, si ton humain ne clique pas, ils travaillent peut-être pas. Il faut que tu repenses à ça. Fait que tu peux pas les empêcher de cliquer partout. Puis, il faut s'entendre que tout le monde aime dealer avec des gens qui sont sympathiques, aime se faire aider dans la vie.
Donc, tu peux pas t'attendre que tout le monde te bloque tout le temps. C'est dans notre nature de vouloir s'entraider. Surtout si, plus que tu as une ambiance sympathique à job, plus que le monde vont être susceptibles de te donner des informations, de tomber pour du social engineering parce qu'ils vont être les bacs. On dirait que plus que les gens ont une mauvaise atmosphère à job, plus qu'ils vont être restreints à vouloir t'aider. Là, je dis pas que les entreprises devraient être moins sympathiques à la job puis mettre une ambiance mauvaise, là. Mais par contre, de mettre des standards puis des réflexes aux employés vis-à-vis l'ingénierie sociale puis le phishing est quelque chose de primordial. Parce qu'une campagne de phishing, on se fait souvent demander « mais c'est quoi la différence entre votre Spearfish puis qu'est-ce que je fais avec KnowBe4 ou qu'est-ce que je fais avec Terra Nova, par exemple? » C'est du phishing. Ouais, mais non, ils sont gentils, eux. Inquiète-toi pas, ils sont très gentils, eux. Un adversaire qui veut rentrer chez vous va pas avoir de faute dans son truc. Ou s'il y a des fautes, c'est des fautes intentionnelles. On s'entend en plus avec l'AI. Si tu es capable de reprendre des communications d'un CEO, si tu es capable de reprendre le speech de quelqu'un, puis de dire à l'AI, fais-moi un texte qui réutilise les mêmes expressions que la personne ou les mêmes structures de phrases, c'est encore plus facile de te faire passer pour cette personne-là. Là. Ouais, c'était un peu foutu. Puis j'avais eu le cas, puis j'imagine que ça t'est arrivé aussi. Un moment donné, j'avais monté des campagnes de phishing dans certaines organisations et elles ont été refusées parce qu'elles étaient trop crédibles. Puis ça aurait été comme chose. Je me dis oui, mais la réalité. Puis là, je fais une parenthèse sur l'affaire de GoDaddy qui avait fait les nouvelles parce que eux avaient trompé les utilisateurs dans un moment critique. Puis là, tu viens déstabiliser les employés. Moi, je n'étais pas dans une perspective comme celle-là. Je suis dans une perspective où c'était tellement crédible le message que c'est sûr que les gens auraient cliqué. Ils disent oui, mais le but de l'exercice, c'est ça, c'est de valider à quel point les gens vont tomber dans le piège et justement les amener à comprendre que on n'est plus dans le prince nigérien, qu'on est rendu dans un autre univers. Fait qu'on est encore un peu, je pense, dans le déni qu'il faut qu'on change la stratégie des campagnes de phishing. Non, tu sais, on pense tout que j'ai entendu plusieurs fois dans des conférences, le typo squatting, maintenant les solutions le détectent. Je suis désolé, mais il y a encore beaucoup de typo squatting qui ne se font pas détecter. Là. Le nombre de fois que je suis capable de prendre, exemple, un M puis de le changer pour un RN ou que je prends un G puis je le change pour un Q, quand ça se fait souligner, ça paraît plus. Là, tu vas aller te faire des trial accounts sur Google pour Google Business. Fait que là, techniquement, tu as un legit account que le monde peut même te reply et que tu pars ta campagne de spear phishing puis que le monde dit « Hey, je comprends pas, ton lien fonctionne pas. Attends un peu, je t'en renvoie un autre. » Puis là, tu troubleshoot avec l'employé pour ta propre campagne de phishing selon leur système, puis ils réalisent pas qu'ils sont en train de parler avec un autre domaine, même s'il y a une grosse bannière rouge des fois qui affiche comme « This is an external ». Ça, j'ai de la misère encore dans ma tête de Red Teamer. Pourquoi qu'ils agissent pas avec la grosse bannière rouge? Mais ça fonctionne. Il y a des gens qui mettent pas non plus leur DKIM. Fait que tu es capable d'envoyer des courriels à partir de l'identité de quelqu'un d'autre. Une fois, maintenant, on avait réussi à percer à l'interne. On se dit, OK, on est bloqué. On n'a pas réussi à trouver plus d'identifiants. On n'a plus d'autres accès. On va retourner à l'externe puis voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ça. Et on s'est mis à utiliser justement du spoofing sur un domaine pour usurper le courriel de l'administrateur. Et ça a été drôle parce qu'on a eu un peu plus tard accès à ces échanges courriels et on l'a vu justement, sa panique de voir qu'il y a eu un phishing puis que les gens envoyaient puis essayaient d'avertir le monde de façon rapide que non, c'est pas moi qui envoie ça. Mais c'était trop tard parce que les gens étaient en train de leaker l'information. Il n'y a rien de pire quand tu connais la personne, tu connais son courriel, il n'y a pas d'erreur dans le domaine, rien. Et tu reçois la même signature avec les mêmes images. Un courriel de phishing qui dit « Hey, on a eu un problème avec ton truc, peux-tu aller voir ça rapidement? » Ah ben, il y a des fautes, il écrit de même de façon courante. Fait que, c'est dur à un employé de spotter ce genre d'action-là. Là. Du phishing fait à l'interne, il y en a. Le nom... J'en ai vu, mais ça, c'est du phishing à l'interne. C'est un cas qu'il y a un compte qui s'est fait owner par un externe.
qui rentre sur le compte et l'utilise pour ensuite faire du phishing interne. Fait que là, tu es dans un contexte de tu descends les barrières tellement basses en termes de surveillance des gens que c'est facile de les attraper. Là. Si c'est bien fait, là, moi, le cas que j'ai vu récemment, le gars l'a mal fait, fait que il s'est fait repérer rapidement parce qu'il n'a pas été habile. Et puis on parle d'un vrai malveillant, là, on ne parle pas d'un red team. Dans un cas d'un red team, les gens sont plus agiles et plus conscients, donc ils vont être beaucoup plus faciles de passer un courriel qui semble légitime parce que si on a cassé le compte, on a accès à tous les courriels de la personne, on sait à qui il parle, on connaît toutes les informations inhérentes à cette personne-là. J'ai vu juste avec SharePoint à cette heure, puis toutes les pièces jointes, tu vas changer juste une pièce jointe, dire j'ai fait une mise à jour en passant, j'ai fait 2-3 corrections, tu peux aller rechecker si tout est correct. T'as pas besoin de parler beaucoup pour dire à quelqu'un hey, j'ai refait une erreur, peux-tu revérifier? Moins que t'as de texte, plus que c'est fort. Les maudits URL de Microsoft défont toutes les campagnes de sensibilisation qu'on faisait avant le confinement. Toutes les URL SharePoint, Teams, ça détruisent tout le fait. Hey, soit un URL louche, vas-y pas. Maintenant, tous les URL de Microsoft sont essentiellement considérés, ce qu'on considère des URL louches avant le confinement. Là. Il y avait même quelque chose, là, on dirait que Google a réussi à mettre la main pas pire là-dessus. Il y avait un Will Not Fix qui s'appelait Jake Alisher, une technique que les gars c'était-tu... je me souviens plus du nom de l'entreprise qui avait fait la technique. Mais en gros, tu pouvais injecter dans les calendriers des gens des meetings approuvés. Puis c'était vicieux parce que les liens que tu mettais là-dedans, quand tu le survolais, Google le reprenait puis leur rappait avec son Google à lui. Fait que t'étais pas en mesure de voir c'était quoi le vrai lien derrière. Puis le nombre de personnes qu'on a pognées avec ça, c'était terrible. Ouais, sûrement, il y en avait tellement aussi sur Apple aussi, sur le calendrier Apple. C'était ça, ils envoyaient des meetings déjà. Il apparaissait comme approuvé Google, c'était la même chose. Il y en a plusieurs qui ont été touchés par ce genre de choses-là. C'est pénible parce que c'est vraiment chiant parce que quand ça t'arrive dans ton calendrier, tu fais what? Qu'est-ce que c'est ça? Mais en même temps, c'est facile quand tu vas dans un contexte où tu veux, t'es plus ciblé comme du super phishing, mais là, la personne est foutue. Surtout si t'es capable de mettre un sentiment d'importance puis d'urgence à ce courriel-là, puis tu lui dis merci d'avoir revu le document, tu y envoies 5 minutes avant le meeting, tu dis merde, je l'ai oublié, puis il y a juste les pop-up qui pop à son bureau, dire hey, t'as un meeting, t'as oublié. L'urgence et le stress va faire en sorte que tu vas cliquer partout. Puis on avait même déjà mis un Evil Jinx derrière le lien juste pour qu'il aille rentrer son 2FA puis donner ses creds. Puis ça pointait vers un SharePoint bidon quelque part. Mais tu sais, juste le fait de c'est vrai, je vais aller checker c'était quoi le document, là qui rentre ces informations puis c'est fini. Là. J'ai pas besoin de plus pour réussir ma campagne. Là. Mais tout ça pour dire, on n'est pas obligé de mettre des Excel avec des macros puis des fichiers complexes pour exploiter, dans le fond, des courriels. Et les campagnes sont de plus en plus vicieuses, comme qu'on disait. Les gens se disent, mais tu parlais tantôt que les courriels étaient trop légitimes puis les clients disaient, mais il n'y aura pas ça normalement, change-les un peu, c'est trop vicieux. Mais c'est quoi la première étape que je fais quand je fais une campagne de phishing? C'est que je vais aller me pogner un compte bidon sur Gmail. Puis c'est quoi je fais? Je contacte leur site, leur truc de support pour une raison whatever. Juste voir est-ce qu'ils vont me répondre avec leur signature. Le nombre de fois que je suis capable d'avoir la signature légitime de la courriel avec des petites images, je prends ça, je mets ça dans ma campagne, je change le nom, je change l'adresse, peu importe. Puis voilà, tu l'as ta signature. Là. Fait que, il n'y a rien de caché à ça. Là. C'est facile à obtenir. Puis après ça, là, c'est ton OSN standard. Tu regardes les offres d'emploi, un peu comme qu'est-ce qu'on disait dans l'employé. Tu regardes les offres d'emploi, tu vas savoir c'est quoi les technologies qu'ils utilisent. On s'entend que s'ils cherchent 2 administrateurs Cisco, il y a des bonnes chances qu'ils utilisent des Cisco à l'interne. Si on... C'est quoi? C'est pas WolfGuard... peu importe, ils utilisent une technologie de défense, puis tu sais que cette technologie-là ont tendance à envoyer des courriels de support à leurs employés d'un certain pattern,
rien n'empêche, après d'avoir utilisé le trail puis d'avoir vu que c'est quoi leur image, de réutiliser ça aussi comme contexte. De rajouter un S à une adresse ou d'utiliser le typo squatting pour te faire passer pour un fournisseur fonctionne aussi encore très bien. Et comme on dit, tu as juste besoin de liquer des identifiants. Surtout avec le cloud. Surtout avec le cloud, oui. Surtout avec le cloud. Mais disons que, bon, OK, on veut aller plus loin que les identifiants. On voudrait que quelqu'un nous donne un accès à sa machine ou donne un accès à l'interne en exécutant un payload. Ben là, l'ingénierie sociale par téléphone, c'est là qu'elle devient vicieuse. Tu as un bon 25-30% de success rate, bien souvent. Les gens n'ont pas tendance nécessairement à se faire appeler ou à valider l'information. Comme que je dis souvent à mes gars, le truc, là, c'est de faire rire. Si tu fais rire, tu l'as dans ta poche. Puis on le voit au Hackfest, hein, les gars font la même chose. C'est pas... je suis pas un expert en social engineering non plus. Il y en a qui sont vraiment mieux, mais tu fais rire la personne, tu viens de désarmer automatiquement les trucs de défense. Puis on a eu du monde lors de nos engagements qui nous disait « Ah, t'es sûrement en train de me hacker. Ah oui, c'est le fun, hein? » Puis tu continuais, puis finalement, t'es hacké, là. Mais, tu sais, ils ont eu comme un petit déclic de faire une joke, mais vu que tu t'es mis à niaiser avec, ben tout s'est bien passé. Hein? Ben oui, c'est simple. Quand on est humain, vous dites ce genre de choses-là, de toute façon, moi, j'ai toujours des belles relations avec le vrai service à la clientèle parce que justement, je suis juste comme, tu chattes comme ça parce que, puis en social engineering, c'est exactement la même chose, cette espèce de petit chat là, très, très heureux. Les gens sont très étonnés parce qu'en général, même en support à la clientèle, les gens sont plus agressifs. Fait que t'arrives là, t'es gentil, là, t'es... Mais ouais, ce que je voulais dire, c'est d'être compréhensif avec le monde puis d'être sweet. T'sais. On s'entend que un support à clientèle ou un service de pain de quoi que ce soit qui se fait lancer des bêtises à journée longue, c'était la perle rare qui arrive puis qui est gentille avec puis qui a fait rire à ce moment-là de sa journée, elle va te donner la lune bien souvent. Surtout dans une période de stress. On a fait des campagnes d'ingénierie sociale où c'est que tu te fais passer pour les gars de la sécurité. Puis là, c'est comme, mon compte est peut-être compromis. Non, inquiète-toi pas, ça va bien aller. Il y a pas de problème. On va regarder ça. On va resynchroniser les choses ensemble. Puis tu peux les emmener. Bon, ben, va sur notre site. On a préparé un payload, mais tu sais, vu que t'es plus sur le domaine, on peut pas le pousser sur ton poste. Fait que va le télécharger, download la patch. Clique dessus. Ah oui, je confirme que tu es synchronisé avec le domaine. Il n'y a pas de problème, carry on. Puis il y a même des gens qui vont dire, ah oui, c'est vrai, j'ai eu un problème un matin. J'avais une latence sur le réseau. Ah ben c'est ça. Merci beaucoup de m'avoir donné mon contexte. Puis tu peux repousser là-dessus. Ou des madames ou des messieurs aussi qui exécutent de quoi. Puis disent, j'avais aussi un autre problème. Fait que tant qu'à t'avoir avec moi, tu peux-tu m'aider? Va pas y dire non tout de suite. Va l'aider. Ça va juste concrétiser. J'ai même eu un de mes gars qui a eu des recommandations d'employé du mois de quelqu'un qui avait fait de l'ingénierie sociale parce qu'il avait réglé son poste et il était tellement gentil avec. OK, lui, il se sent un peu vide en dedans. Il se sent démoli parce qu'il a abusé de la gentillesse de cette personne-là. Mais c'est fou à quel point que si tu es aimable avec les gens, ils vont faire tout ce que tu leur demandes. Là. Puis même des gens qui sont sensibilisés sur le sujet peuvent tomber dans le panneau. J'ai eu un collègue, il avait réussi, ou presque, à obtenir les identifiants de la personne qui a signé le contrat. Il y a quelqu'un qui nous a engagés et disait, tu dois réussir à avoir les identifiants de tel site. Il était à 2 doigts que la personne, il donne ses identifiants pour tel site, jusqu'à temps qu'il rentre son username, il arrive pour rentrer son mot de passe, il dit, attends un peu, tu dois être un tel. Bordel, c'était proche. C'est la même chose que ça soit au téléphone ou en personne. Il faut pas que tu dises que parce qu'ils sont au courant qu'ils tomberont pas nécessairement dans le panneau. Joue ton jeu, crois-y, puis bien souvent, ça va bien aller. T'sais. Et on parlait tantôt de ne pas se faire détecter un peu comme le Nessus et tout. Tu peux utiliser une campagne de phishing vraiment merdique à des fins d'ingénierie sociale. Fait envoie ta campagne de phishing merdique,
Puis après ça, va appeler certaines personnes en spearfishing, si on peut dire, pour dire, ah oui, mais on a eu, tu sais, la campagne, tu l'as vu, on est en train d'essayer de régler ça, on voulait juste s'assurer que tout soit correct. Écoute, tu t'es seté ton propre contexte, puis ils s'attendent à avoir un call ou de la sensibilisation. Fait que c'est encore plus facile après ça de rentrer dans ce contexte-là, puis ils vont se sentir même rassurés que tes appels, qui vont te donner le stock à bras ouverts. C'est terrible à ce niveau-là. Des rencontres de fournisseurs, d'envoyer des liens. Tu sais, moi, j'ai eu un peu Zoom là-dessus. Là. Tu as toujours l'option de télécharger le Zoom sur ton poste. Ben, qu'est-ce qui t'arrive si t'envoies un site Zoom, mais que t'es pas capable de te connecter web? Bien souvent, le monde, ils veulent pas manquer leur meeting, surtout pour une sales. Ils veulent l'avoir, la sales, ils veulent parler avec la personne. Ils vont télécharger l'agent Zoom sur leur poste puis l'exécuter. Ça aussi, c'est un peu vicieux. C'est le côté télétravail qu'on download un peu n'importe quoi pour pouvoir parler aux gens. T'sais. Donc, des vecteurs d'ingénierie sociale, il y en a plein. Un autre qu'une entreprise avait bien aimé, qu'on avait fait, c'est avec un fichier Excel. Encore là, c'est sûr qu'il faut que tu aies les macros qui passent. Mais quand tu as les macros qui passent, comment tu fais pour activer les macros, faire activer les macros d'un employé? Parce que tout le monde sait, tu reçois un Excel, tu n'actives pas les macros, c'est méchant. Mais qu'est-ce qui arrive quand... Ouais, surtout, tu sais... Un des trucs qu'on a vu pour aider vraiment, même des admins vont aller l'activer, là, c'est que tu mets des points d'exclamation erreur en gros, puis des points d'exclamation value, points d'exclamation name. Tu sais, les mêmes erreurs que tu as quand tu fuck dans ta formule ou que tes macros sont pas activés. Là. Puis après ça, ils vont aller activer la macro. Puis dans ta macro, tu fais juste changer les celles pour des chiffres random. C'est comme, ah yeah, bon, ben, c'était ça mon problème. Puis t'as ton malware qui part derrière. Là. Ça, c'est quelque chose de le fun à voir. Puis encore là, on n'a pas été exploiter des choses, des zero day ou des vulnérabilités inconnues. Là. C'est vraiment du living off the land que tout le monde a de tous les jours. Puis essaie d'aller pogner ça en tant que Blue Teamer. Que tes employés vont aller cliquer puis donner la clé du royaume. Là. C'est tout le problème du living of the land. C'est très difficile. Puis en même temps, c'est important de le tester parce que les malveillants ont commencé à basculer fin 2023 à ce type de choses-là de façon plus massive. Donc, c'est plus juste les acteurs étatiques. Maintenant, c'est devenu dans la culture des plus bas, malveillants. Donc, c'est très important que les gens commencent de plus en plus et donc le Blue Team aussi commence à développer des stratégies pour attraper ça. Là. Définitivement. Ça. Puis, il y a tellement de façons de penser autre l'ingénierie sociale. Quand tu tombes dans le monde de l'ingénierie sociale, les histoires s'accumulent et s'accumulent et s'accumulent. Un autre de mes collègues, il fait une campagne d'ingénierie sociale avec ses clients, comme quoi ils peuvent gagner un iPad, whatever, pour remplir un formulaire. Tout ça, c'est le classique, quoi. Mais en rencontre avec eux autres, il est en train de donner les résultats de la campagne de phishing. Puis t'en as quand même qui viennent à la fin du meeting demander quand est-ce qu'on va savoir qui est le gagnant de l'iPad. C'est comme, bordel, je viens de t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Rien compris. Là. Fait que les gens, une fois qu'ils ont une idée en tête, c'est dur de la faire changer. Et on peut setter ce contexte-là pour les employés. Si vous voyez ces médias sociaux qui se préparent à un certain événement, tu peux envoyer des sondages reliés à cet événement-là. Tu n'es pas obligé de leur donner des trucs. Fais-toi passer pour les RH, dire on veut plus d'informations, répondez aux sondages. Ils ont déjà ça en tête, ils sont déjà dans ce mindset-là. Un mindset qui est connu, c'est de se faire donner des choses. Le trop beau pour être vrai, les gens commencent à le savoir. Tu n'es pas obligé de demander ou de donner des choses, des cadeaux pour pogner les gens. Tu peux juste leur demander. Puis là, je sais que c'est quelque chose qui est plus, tu sais, exemple à l'interne, dans mon cas qui m'est arrivé, mais tu arrives, tu as une porte barrée. Qu'est-ce que tu fais? Ben, écoute, s'il n'y a pas moyen de crocheter à la porte facilement puis de rentrer où ça serait trop louche, cogne, demande de te laisser rentrer. Le nombre de fois que, écoute, on va aller voir la réception, ils vont nous faire rentrer.
Tu demandes, j'ai besoin d'accéder à telle place. OK, ils viennent, ils t'ouvrent, ils te débarrent, puis bye-bye. Ben, c'est la même chose en phishing. C'est ton contexte. Puis si t'es assez sympathique, demande. Il y a bien des chances que s'ils sont en mesure de le faire, ils vont te le donner. Les gens veulent aider. Comme tu mentionnais, justement, d'être sympathique, ça aide tellement de choses. Puis, tu sais, pour rentrer, il n'y a pas de recette miracle. T'sais, comme que je disais au début, là, ces 3 vecteurs-là vont couvrir un bon 95% de toutes les breaches qu'on a aujourd'hui. C'est là-dessus qu'on veut se focusser. Si tu es capable de réduire la surface d'attaque, tu bastionnes les postes de tes usagers pour que même s'ils cliquent sur quelque chose, ben ça détonne pas partout. Tes vulnérabilités, tes monitors, tes patchs pour réduire la surface d'attaque, puis tes surveilles, c'est pour qu'est-ce que tu peux pas patcher. Ben, tu vas réduire ça. Tu t'assures que tes gars de Blue Team ne soient pas crevés à regarder des false positives non-stop, puis ils savent quoi regarder aussi. Parce que c'est bien beau de dire, OK, on a tous les systèmes possibles. Les gars n'ont jamais vu d'alerte de leur vie. Ben, le jour qu'ils voient une alerte, ils vont-tu savoir comment la traiter ou c'est quoi exactement ce qui se passe dans leur système? T'sais? C'est vraiment important de continuer la sensibilisation là-dessus. Puis, il faut se dire, les Red Team utilisent les cheap shots. Fait qu'il faut arrêter en entreprise de dire « Ah, mais non, on va être gentil. » Non, il faut pas être gentil. C'est de jouer à l'autruche d'être gentil. Vous vouliez d'être le plus ratoureux possible parce que c'est de même que vous allez vous faire avoir. Les gentils, en effet, ils passeront pas. C'est la fois que quelqu'un va envoyer un phishing et que ça va être ratoureux. C'est ça que vous voulez prévenir. Oui, absolument. Ça fait un excellent tour d'horizon, justement, de l'externe vers l'interne. Y a-t-il des éléments qu'on n'a pas abordés que tu aimerais conclure? Pas nécessairement. Je veux dire, de faire attention peut-être un peu plus avec l'intelligence artificielle. Il faut le garder en tête. Pas en temps de ne pas l'utiliser ou quoi que ce soit, mais si on pense que la situation d'ingénierie sociale va s'améliorer avec le temps, c'est faux. On voit des phishing qui se fait de plus en plus réalistiques, des fautes du président qui utilise l'intelligence artificielle pour imiter des voix, des courriels qui sont envoyés avec la collection de courriels à l'interne, de pouvoir les répliquer. L'intelligence artificielle est utilisée du côté défense, mais est utilisée aussi au côté offense énormément pour causer des impacts. Puis on n'est pas encore prêt à pouvoir bloquer tout ça. Donc, il faut continuer à sensibiliser de façon plus moins gentille, si je peux me permettre. Il faut arrêter de demander aux Red Teamers ou à vos pentesters de mettre des fautes dans leur courriel. Ça n'a plus lieu d'être, ça, nécessairement. C'est juste de fausser vos propres données pour avoir de l'air bon. Effectivement. Mais je te remercie énormément pour cette troisième intervention, je crois, sur le sujet. Toujours très intéressant, puis ça nous amène juste une perspective autre. Ça me fait plaisir.